Bonjour à tous. Comme toujours, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, nous continuerons à traiter la question des droits de l'homme. Je rappelle que l'objectif est de savoir si ce concept, en tout cas tel qu'il est énoncé par les Nations Unies, est un outil qui libère les humains ou si c'est un mécanisme de contrôle, un outil destiné à maintenir l'asservissement des peuples. Je vous conseille vivement de regarder la première partie, si vous ne l'avez pas déjà fait, car elle vous permettra de mieux comprendre ce qui suit. Dans la première partie, j'ai parcouru avec vous chacun des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai tenté de vous montrer que même si, de premier abord, il semble difficile d'être contre, en y regardant de plus près et à la lumière de notre compréhension de la loi naturelle, on peut relever plusieurs problèmes. D'abord, le fait de citer nos droits de manière fermée comme c'est le cas dans ce texte limite automatiquement nos droits. En effet, si un de nos droits naturels ne s'y trouve pas inscrit, cela laisse supposer que nous ne le possédons pas, ce qui est bien évidemment totalement faux. Du point de vue de la loi naturelle, nous avons un nombre illimité de droits. Nos libertés et nos droits ne sont limités que par ceux des autres individus. Un autre point problématique est cette volonté de conditionner tous nos droits à ceux des États, des communautés ou aux principes des Nations Unies. Cette limitation a pour conséquence que dans les faits, nous n'avons que les droits que le système veut bien nous reconnaître, et cela à un moment précis de l'histoire et dans une zone géographique bien particulière, rien de plus. Le système peut dès lors ajouter ou supprimer des droits comme bon lui semble, et ça, c'est complètement immoral. Le dernier point que je rappellerai ici, c'est le fait que, au niveau de plusieurs articles, on considère qu'être assisté ou aidé par l'État ou le gouvernement est un droit. Or, clairement, non, être aidé n'est pas un droit naturel. Ce que je dis ici, ce n'est pas que l'on ne doit pas aider les êtres en difficulté, mais que cette aide ne peut pas être apportée sous la contrainte. Or, c'est précisément ce que font les États via les impôts, par exemple. Si certaines de mes remarques vous semblent subjectives, dites-vous que je fais de mon mieux pour toujours me référer à la loi naturelle. Ainsi, je limite l'impact de mes idées préconçues et de mon formatage lié à ma culture et à mes préférences personnelles. Néanmoins, cela ne veut pas dire que je ne peux pas me tromper, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques et suggestions lorsqu'elles sont constructives. J'ai créé pour ça un canal Telegram et vous trouverez le lien juste en bas de cette vidéo. Donc, je rappelle que dans toutes mes vidéos, afin de déterminer si j'ai le droit d'effectuer une action ou non, la seule question que je me pose, c'est est-ce que cette action va à l'encontre des droits et des libertés d'autres êtres? Est-ce que cette action va créer des victimes? Si la réponse est oui, je considère que c'est une mauvaise action et donc que je n'ai pas le droit de l'effectuer. Si la réponse est non, c'est que cette action est bonne, tout à fait morale, car je ne fais pas de victime. Et donc, j'ai tout à fait le droit de l'effectuer sans que personne ne puisse légitimement m'en empêcher. Je sais que pour certaines personnes ou dans certaines situations particulières, ce n'est pas toujours facile de faire cette distinction. C'est pour cette raison que je fais ces vidéos en espérant que cela puisse vous aider à améliorer votre discernement en vous basant sur le principe absolu et intemporel qu'est la loi naturelle. Ok, donc la dernière fois, nous avions passé en revue tous les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, intéressons-nous à la Convention européenne des droits de l'homme. Ce traité international, signé par les États européens, est censé avoir pour objectif de protéger les droits de l'homme en donnant une base juridique au respect des droits et libertés individuelles. C'est sur cette base que vous pouvez faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme lorsque vous pensez que vos droits ou libertés sont violés. Cette Cour est l'ultime recours lorsque l'État décide de violer vos droits. Et donc, dans l'esprit de beaucoup, elle est en quelque sorte la gardienne de la morale humaniste. La Convention comprend plusieurs parties, mais celle qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est la partie intitulée
droits et libertés. Donc, cette partie comprend 17 articles directement repris ou inspirés de la Déclaration originale des droits de l'homme. Ici, je vous épargne le passage en revue de tous ces articles, et j'imagine que certains d'entre vous m'en remercieront. Néanmoins, si cela vous intéresse, vous retrouverez le lien vers ce document dans les notes de cette vidéo. Donc maintenant, examinons 3 articles qui me semblent représentatifs de ce document et qui nous aideront à déterminer si le concept des droits de l'homme est utilisé comme un outil de libération ou un outil d'asservissement. Premier article, l'article 4. Interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Dans la Déclaration universelle, cet article se limitait à la phrase « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » Ici, on voit qu'il y a 3 points dans la Convention, et même des sous-points. Qu'est-ce qu'ils disent? 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. C'est à partir de ce 3e point que cela va devenir intéressant. C'est ici qu'ils annulent les 2 points précédents en disant simplement 3. N'est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens du présent article. A. Tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle. B. Tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire. C. Tout service requis dans le cas de crise ou de calamité qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. D. Tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. Donc voilà, donc ici, ils utilisent des mots vagues tels que bien-être de la communauté. Et à votre avis, qui est-ce qui décide de cela? Probablement ni vous, ni moi. Même chose pour la partie militaire. Et si je refuse de participer à leur guerre? Et si dans le pays où je réside, l'objection de conscience n'est pas reconnue? Dans ce cas, est-ce légitime de m'y contraindre par la force? Dans ce texte, on peut également se demander qu'est-ce qu'ils entendent par obligation civique normale. Donc en résumé, si vous comprenez bien ce qu'il est écrit ici, il est dit que oui, vous ne pouvez être réduit à l'esclavage ou au travail forcé, sauf si l'État dans lequel vous vous trouvez en décide autrement. Donc en clair, vous êtes un esclave à la solde de l'État. Et cela, même si en temps normal, vous n'êtes pas forcé de travailler dans un champ de coton et de recevoir des coups de fouet. Vous devez bien comprendre qu'il n'y a pas d'entre-deux. Soit vous êtes un être libre, soit vous êtes un esclave. L'article suivant est l'article 9. Liberté de pensée, de conscience et de religion. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était l'article 19, et il disait à peu près ceci. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Donc ici, dans la Convention, ce qu'il est dit, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a 2 points. 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Donc à nouveau, le second point vient complètement annuler la liberté ou le droit spécifié au premier point. Ainsi, votre liberté de pensée, de conscience et de religion est conditionnée aux règles mises en place par l'État sur lequel vous vous trouvez. Cette forte limitation de vos droits se retrouve partout dans ce document. C'était également le cas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais là je vous ai montré que c'était un peu plus subtil. Ici, oubliez la subtilité. On vous dit clairement, oui, vous avez des droits, mais... Un autre exemple, c'est cet article 11 qui vous dit, oui, vous avez le droit de vous réunir, mais... L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. En clair, l'État décide les droits et les libertés qu'il souhaite respecter ou transgresser, et cela sans que vous n'ayez de recours au niveau de la justice humaine. Car vous vous rendez bien compte que derrière des raisons aussi vagues que la sécurité nationale ou la sûreté publique, on met ce que l'on veut. Encore pire, même les raisons liées à la morale publique peuvent être utilisées pour vous priver de vos droits. Connaissant la morale relativiste de nos sociétés, autant dire que tout et n'importe quoi peut servir de prétexte à la violation de vos droits et de vos libertés. Pour finir, comme si cela ne suffisait pas, il y a l'article 15, le coup de grâce, la dérogation en cas d'état d'urgence. Voici ce que contient cet article. 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute autre partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. 2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4, paragraphes 1 et 7. 3. Toute autre partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le secrétaire général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le secrétaire général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. Donc voilà, en gros, il est dit qu'un État peut, quand bon lui semble, transgresser tous les articles énoncés de cette Convention s'il envoie préalablement un message au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Dès lors, cet État n'est plus tenu de respecter cette convention et donc ses habitants ne peuvent plus faire appel à cette cour quand leurs droits sont violés. Maintenant, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi et comment, depuis le début de cette crise du Covid-19, les droits et les libertés fondamentales sont impunément violés par les gouvernements européens sous prétexte de crise sanitaire. Toutes ces racailles agissent sans la moindre hésitation vu qu'ils savent qu'ils n'ont rien à craindre de leur justice immorale et qu'on ne pourra pas les condamner ni les poursuivre pour leur transgression sur base de cette convention. Alors ici, j'imagine que certains me diront « Oui, ok Marc, c'est écrit comme ça, mais les juges de la Cour européenne sont impartiaux. Ils ont probablement un meilleur intellect que le tien. Ils savent faire la distinction entre les motifs légitimes et les motifs illégitimes que les États pourraient utiliser pour justifier la violation des droits individuels. Eh bien, regardons deux exemples assez récents de jugement qui, pour quelqu'un qui a intégré la loi naturelle, sont des exemples ultra simples à trancher.
Les liens vers les documents officiels et les détails des verdicts sont comme toujours disponibles dans les notes de cette vidéo. Le premier cas qui nous intéresse ici concerne une affaire qui a été jugée en 2017. Dans cette affaire, une femme de confession musulmane se plaint du fait qu'il lui est interdit par l'État belge de porter sur la place publique une tenue qui dissimule son visage, donc ici le voile. Elle considère qu'entre autres l'article 9, son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, est violé. Les autorités belges justifient leur interdiction car cela semble choquer, voire insécuriser la population de Verviers. À l'époque des faits, en 2011, il n'y avait pas en Belgique de loi interdisant de masquer son visage dans l'espace public. Aujourd'hui, je rappelle que c'est bien le cas et que l'article 563 bis de la loi, qui a été ajouté en juin 2011, interdit explicitement de cacher son visage en public. Et bien évidemment, aujourd'hui, les mêmes personnages immoraux qui hier étaient choqués par des visages cachés sont à présent choqués par des visages non couverts. Ils imposent le port du masque au mépris de leur propre loi qui dit seront punis d'une amende de 15 € à 25 € et d'un emprisonnement d'1 jour à 7 jours ou d'une de ces peines seulement. Ceux qui, sauf disposition légale contraire, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'il ne soit pas identifiable. Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa premier. Ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'il ne soit pas identifiable et ceux, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives. Donc vous voyez, ils bafouent leur propre loi. Mais bon, revenons au cas qui nous intéresse, donc la femme musulmane qui souhaite cacher son visage. Donc ici, pour toute personne ayant intégré la loi naturelle, et même au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le verdict semble évident. Bien sûr que cette femme peut porter ce que bon lui semble sur son visage. Elle a tout à fait le droit de le faire car elle ne fait aucune victime et le problème psychologique de certaines personnes de Verviers, ce n'est pas son problème. Eh bien, apparemment, pour la Cour européenne, ce n'est pas aussi évident, car elle rejette en bloc toutes les violations des droits de cette femme. La seule chose que la Cour reconnaît, c'est le fait que l'article 6 a été violé, donc que le droit à un procès équitable n'a pas été respecté, car elle ne semble pas avoir pu faire appel au niveau de la justice belge. Au final, elle n'a donc pas gain de cause et l'État belge devra simplement payer 800 € sur les 22 000 demandés pour couvrir les frais de justice. Un tel jugement est totalement immoral. Empêcher un être de couvrir son corps comme bon lui semble est une mauvaise action. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment dans ma vidéo « Puis-je m'habiller comme je le souhaite ?» Ceux qui se félicitent d'un tel jugement doivent savoir que lorsqu'ils approuvent la violation des droits d'autrui, ils ouvrent la porte à ce que leurs propres droits soient un jour violés. L'obligation du port du masque en est un bon exemple, car peut-être qu'aujourd'hui, certains qui avaient approuvé ce jugement se retrouvent obligés de porter ce morceau de tissu alors même qu'ils ne le souhaitent pas ou le trouvent totalement inutile. C'est donc un bel exemple du fait que les gouvernements font à peu près ce qu'ils veulent, que ce soit dans la loi ou pas, et que cette Cour européenne ne semble pas très motivée à défendre les droits naturels, même lorsqu'ils sont évidents. Passons à un autre exemple qui sera probablement très intéressant pour ceux qui comptent refuser les injections Covid-19. En effet, dans l'absolu, le droit de refuser qu'on nous injecte une substance quelconque dans le corps semble être un droit naturel évident.
car après tout, mon corps, mon choix. Eh bien, voyons ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire jugée en 2021 concernant ce sujet. En résumé, cette affaire concerne des parents qui demandent à la Cour de protéger leurs droits et celui de leurs enfants face à la vaccination obligatoire en République tchèque. Il faut savoir que la vaccination obligatoire est inscrite dans la loi tchèque. Les parents contestent les amendes qu'ils ont reçues et demandent à ce que leurs enfants puissent aller à l'école maternelle sans devoir être vaccinés. Les parents espèrent que la Cour leur donnera raison et protégera entre autres leur droit à la vie privée, le droit à la vie de leurs enfants et le droit à ne pas recevoir d'intervention médicale non désirée. Je rappelle que ce dernier droit est un droit officiellement reconnu dans les conventions internationales de bioéthique. À votre avis, quel est le verdict de la Cour? Eh bien, surprise, sur tous les droits qu'on pourrait considérer comme ayant été violés, la Cour considère comme valant la peine d'être examiné uniquement l'article 8, celui lié au respect de la vie privée et à la non-ingérence de l'État dans les affaires de la famille. Et sur cet unique article, il décide à 16 voix contre 1 qu'il n'y a pas violation de cet article 8 et que l'article 2, lié au droit à la vie du point de vue des enfants, ne vaut même pas la peine d'être examiné. De manière générale, les gouvernements et les instances dirigeantes pensent qu'il y a des violations acceptables des libertés individuelles et la vaccination en fait partie. Et même si ce jugement ne porte, comme ils disent, que sur la vaccination usuelle et de routine des enfants contre des maladies bien connues de la médecine, vous sentez bien ici que votre droit à l'intégrité physique ne pèse pas lourd face aux intérêts et aux dogmes des États. La justification sera toujours la même, la vaccination est un acte de solidarité sociale et son efficacité, même si elle n'a jamais été réellement démontrée, ne peut être remise en cause. Elle ne peut même pas être discutée. C'est un peu comme avec la théorie autour du réchauffement climatique. On est dans une approche religieuse. Ce n'est pas de la science, mais ça se rapproche plus de croyance. Donc, pour ceux qui en douteraient encore, ne croyez pas que les États se gêneront pour vous contraindre à la vaccination dans le cadre du Covid-19. Ils utiliseront toutes les armes à leur disposition, en commençant par l'exclusion sociale et économique de ceux qui refusent de s'y soumettre. Comme dans l'exemple précédent, à ceux qui se félicitent de tels jugements, sachez qu'aujourd'hui c'est peut-être leurs droits qui ont été violés, mais que demain ce sera les vôtres. Car ne vous y trompez pas, le moment arrivera où les États et les mignons forceront dans votre corps ou celui de vos enfants une substance ou un objet que vous ne souhaitez pas. Et pour le faire, ils invoqueront comme toujours les mêmes prétextes que ceux qui sont invoqués ici, ceux liés au bien commun et à la sécurité de l'État. On pourrait présenter de nombreux autres exemples, dont le dernier en date avec l'affaire du LuxLeaks, où la Cour européenne des droits de l'homme ne se mouille pas pour protéger un lanceur d'alerte. On voit à travers tous ces exemples que dès que l'on touche à des sujets un peu sensibles dans nos sociétés occidentales, la Cour est beaucoup moins motivée à défendre les droits individuels. Je ne doute pas du fait que si on lui demandait de juger les agissements de pays tels que l'Iran, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, elle serait beaucoup moins tolérante sur les violations des droits individuels. Ici, on voit clairement que les juges ne se basent pas sur des principes moraux élevés, mais ils se basent sur des documents et des lois étatiques immorales. Et comme si ça ne suffisait pas, il semble y avoir un manque de transparence au niveau des conflits d'intérêts et de l'impartialité des juges. Certains parlementaires
note que, par exemple, 22 des 100 juges permanents de la Cour européenne des droits de l'homme, entre 2009 et 2019, sont d'anciens responsables ou collaborateurs de cette grande ONG. La réponse qui a été donnée à ces parlementaires se résume à cela, genre « Merci d'avoir soulevé ce point, nos procédures d'élection des juges sont en constante amélioration et nous permettent de choisir les meilleurs candidats. Il y a des règlements intérieurs qui sont mis en place pour encadrer la récusation des juges. Donc, en clair, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Ne mettez surtout pas en doute l'intégrité et la moralité de cette pierre angulaire de la défense des droits et des libertés individuelles. » Donc, si l'indépendance de ces juges se pose vis-à-vis de certaines ONG, donc d'organisations non gouvernementales, je ne vois pas pourquoi leur indépendance vis-à-vis des États ne se poserait pas également. Surtout, vu que les candidatures sont proposées par les États eux-mêmes, et que dans de nombreuses affaires, c'est l'individu contre les États. Dans une prochaine vidéo, je parlerai probablement des organisations de soi-disant défense des libertés individuelles comme Amnesty International ou la Ligue de défense des droits de l'homme. Ces organisations vont très rarement à contre-courant de la pensée politiquement correcte du moment. Et comme pour la Cour européenne des droits de l'homme, ils se cachent derrière des apparences de résistance et de vertu. Mais combien d'entre eux vont oser critiquer ouvertement le gouvernement israélien pour sa politique d'apartheid? Combien d'entre eux se sont ouvertement exprimés contre les violations des droits fondamentaux durant cette crise du Covid-19? Ils critiquent uniquement dans le sens de la pensée ambiante et selon leurs intérêts, car eux non plus ne se basent pas sur des principes moraux absolus et intemporels. Donc, finalement, à la question « Le concept des droits de l'homme est-il un outil de libération ou un mécanisme de contrôle ?» J'espère que vous avez compris que même si dans la théorie et tel que c'est véhiculé à l'école ou dans les médias, il semble que ce soit un outil de libération, dans la pratique, c'est bel et bien un mécanisme de contrôle. Si ceux qui ont mis en place ce mécanisme se sont fatigués à énoncer les libertés et les droits, vous avez vu que c'était systématiquement pour les limiter au bon vouloir des États et de la classe dirigeante. Vous pourriez vous dire, mais pourquoi ils n'ont pas simplement dit que lorsque vous vous trouvez sur un territoire, vous êtes totalement soumis aux règles de l'État et des tyrans qui le gouvernent, indépendamment de toute morale? Ça aurait été plus simple et plus proche de la réalité. Mais vous imaginez bien qu'ainsi formulé, l'impact n'aurait pas été le même. Le mécanisme de contrôle n'aurait pas été aussi efficace. Probablement que beaucoup d'humains ne supporteraient pas aussi bien leur servitude volontaire si on ne leur disait pas constamment qu'ils sont libres et qu'ils ont la chance de vivre dans les pays parmi les plus respectueux des droits individuels. Ce mécanisme permet donc à l'individu de se dire qu'il existe des organismes qui veillent sur ses droits individuels naturels, que ces organismes le protègent contre la tyrannie des États, qu'il vit dans une société juste et qui respecte ses libertés. Mais clairement, j'espère que vous avez vu que c'était loin d'être le cas et que nos droits et libertés sont totalement conditionnés au bon vouloir de l'État dans lequel nous vivons. Ces États utilisent toujours les mêmes justifications pour violer les droits naturels, pourtant incontestables. On reconnaît très facilement leurs phrases de propagande du genre « c'est pour le bien commun »,« c'est pour la patrie »,« c'est pour la nation »,« on vaincra tous ensemble », blablabla, blablabla. En même temps, il est vrai qu'il peut sembler un peu naïf de croire que des gouvernements composés d'hommes et de femmes drogués au pouvoir puissent mettre en place des mécanismes limitant ce pouvoir, et donc limitant leur contrôle sur les individus. Je sais que certaines personnes trouvent ce fonctionnement tout à fait normal dans une société humaine,
Mais du point de vue de la loi naturelle, ce fonctionnement est totalement immoral. Et les conséquences inévitables de cette immoralité sont la souffrance, le chaos et l'esclavage. Et il suffit de regarder autour de soi pour voir que la loi naturelle est bien d'application dans ce monde. Pour terminer, et afin de bien enfoncer le clou sur le fait que vos droits ne vous sont pas donnés ni par un homme, ni par un groupe, ni par un État, voici une citation de Malcolm X, un prêcheur américain, un militant politique et un des défenseurs charismatiques des droits civiques dans les années 60. Il a été assassiné en 1965 à l'âge de 39 ans, apparemment avec la complicité du FBI et de la police de New York. Il aurait dit « Les droits de l'homme sont une chose avec laquelle nous naissons ». Ici, je considère que ce dont il parle, ce sont bien les droits naturels. Et je le répète, ces droits ne sont pas une exclusivité réservée aux êtres humains. Tous les autres êtres les possèdent également, par essence, quelle que soit leur nature. Voilà, je sais que ces 2 vidéos ont été assez denses en informations, mais j'espère qu'elles vous ont permis de porter un autre regard sur ce concept des droits de l'homme, souvent présenté comme un idéal à atteindre. Nous avons à nouveau pu constater que le simple principe qu'est la loi naturelle est un élément libérateur, universel et intemporel. Contrairement à ce mécanisme de contrôle basé sur ce concept des droits de l'homme qui a été mis en place par des classes dirigeantes. Et donc sur ce, et comme toujours, je vous remercie de votre attention. Soyez toujours prêts à remettre en question vos certitudes, soyez de bonnes personnes, et je vous dis à bientôt.